Bien, messieurs, dames, mes chers collègues, bonjour. Il est 18 heures, le quorum est largement atteint. Je suis donc en mesure de déclarer ouverte cette séance de notre conseil municipal. Je vais sans tarder vous donner lecture des pouvoirs. Lionel Gérard donne pouvoir à Pascal Frangiamort, Antoine Diazio à Isabelle Wolf, Rosa Rossi à moi-même, Jean-Luc Hano à Lucien Vigo et Olfa Gorzane, je ne sais plus si c'est Corzane ou Gorzane, d'accord, à Alain Savard. Monsieur Diazio va du retard. Monsieur Diazio donne pouvoir en attendant son arrivée. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autre pouvoir, je pense, en tout cas aucun qui ne me soit parvenu. Je vais proposer un ou une secrétaire de séance. Je te regarde, Audrey, pas de souci. Pas de problème, Audrey désigné unanimement secrétaire de séance. Je vous remercie et la félicite chaleureusement. Y a-t-il largement impacté par des questions de finances, mais qui sont modestes en dimension? Je vais laisser soin à notre directrice générale de nous les présenter. Évidemment, la commission des finances s'est tenue sous la présidence de Lionel Gérard, qui est un peu souffrant, ce qui explique son absence ce soir. Donc 3 décisions modificatives sur 3 budgets différents. Sur le budget de la ville en section de fonctionnement, un mouvement global de 192 413 € et 99 centimes pense. Notez le 75 810 €. En recette, montant 59. À noter l'euro. Indicatif 70. Mouvement global en 30 000. Une mise à jour. Cette somme 795 € avec opération d'ordre qui annule la précédente. Avec le virement à la section de fonctionnement donc qui est fait l'objet d'une dépense de fonctionnement et d'une recette d'investissement. Sur cette décision modificative, y a-t-il des remarques? Unanimité. Au 2, avec un mouvement unique qui impacte des 2400 € 2016. Donc, section. Logique. Oui. Opposition. Oui. Oui, oui. D'accord. Avec le pouvoir. C'est ça. C'est bon. Ensuite, pour il
de fonctionnement d'un emprunté contracté 100 € de et en recette 1000 € pour couvrir 2 médecins, ça 1259 têtes. Enregistré. Je vous remercie. Point 1.4, la note de sur le sinistre concernant d'une les euros d'un côté. C'est des remarques. Pardon. Qui nous est exact. Bon, la responsabilité est peut-être en l'absence de en l'occurrence sur le parking. Et alors nous l'avons utilisé propriétaire une qui était au-delà, avait été mal, on va dire, au du véhicule lié aussi bon situation aspect rendu en fait Qui a chiffré sur un donc donc mais non deux abstentions mais ressort de son budget qui demande pourquoi le repas a eu une assurance pour ce genre lacté des fréquences et le
ne pas augmenter une unité qui vient en faire prendre une petite chacun. Qui est édition. Pris une question de notre en fait. De 80. C'est de la Gono nationale des la commission de la des un nom soumis au mettant de la faculté dont là je vais simplement venir. D'accord. Vous avez raison. 47 de la Gono. C'est pas précis. Oui. D'informations discuter. Voilà. Je rappelle la principale. Je le en même temps, je sais pas. Et ça renvoie et à du Conseil. Il y a un document à la c'est précisément envoyé à tous les deux sont l'objet du préparé. Donc enfin, il n'y a pas travail, on met un instant Zatarin ne modifie pas, oublie, modifie casse l'information la municipalité ce soit un SAS qu'on il est évidemment conseil il est nécessaire de ce portant
quelque temps sur les donc pour des travaux et la base voilà, je conseil municipal de 7 ans CRS y a-t-il non c'est moi limité et s'allumer des suite à travaux commerce cette période avait sur un moment avec les précisément nous en sommes du fait coût porté et qui conduisent pas l'accès possible, évidemment, les marches individuelles et non par le à répondre à services fiscaux d'ailleurs, nous avons pris cité pour qu'il y ait une incidence, oui, bien entendu, fils et non seul pour l'instant, assez présentable, et l'option que je municipale poser 1 000 euros, ce correspond du manque constaté avec qui accompagne l'unanimité. Donc, tableau des d'autres techniques et qui n'étaient pas. On a qui hebdomadaire pas attribué. Compris. Dans le cadre puisse continuer à travailler, mais sur ce poste-là, à 22h30. Et le poste à 24 heures, puisse du fait de l'augmentation du nombre de classes dans maternelle, il fallait un poste d'ATSEM supplémentaire.
Bien, sur l'organisation de mise à jour, hein, c'est quelque chose qui est assez récurrent hein, au conseil municipal, on aura à le faire relativement fréquemment. Y a-t-il des remarques? Pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie. Application de l'indemnité. Donc la réglementation a évolué en termes d'astreinte. Autrefois, il n'y avait qu'une seule forme d'astreinte, l'astreinte d'exploitation. Aujourd'hui, il en existe deux, mais celle qui nous concerne à Jeuf, c'est celle qui s'appelle astreinte d'exploitation et de sécurité. Non, l'ancienne astreinte d'exploitation et de sécurité devient astreinte d'exploitation. Voilà. Donc vous avez la situation avant, avec les montants attribués, et la situation après. Donc vous voyez qu'il y a quelques euros supplémentaires. Voilà, c'est la seule chose qui change, c'est le montant des astreintes. Et nous sommes dans le cadre du respect évidemment des textes réglementaires. Pas de remarques, j'imagine. Pas d'abstention. Je vous remercie. Marché public. C'est une question que je souhaitais depuis quelque temps déjà soumettre à l'approbation de notre conseil municipal. Nous savons bien la situation de tension qui est vécue par toutes les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises dans une situation de crise qui, malgré les discours lénifiants que nous entendons ici et là, ne fait que s'aggraver. Ça risque d'ailleurs d'être d'autant plus le cas avec la maltraitance dont font l'objet les collectivités locales. J'y reviendrai tout à l'heure. L'idée est là de proposer en lien, et ce sera une avec la fédération et éventuellement une charte avec eux. L'idée est de tout faire pour faciliter l'accessibilité au marché public des entreprises de notre territoire, de notre secteur, voire de notre département ou, en tout cas, du territoire lorrain. D'une part, en procédant systématiquement à l'allotissement des marchés. Nous avons déjà eu à plusieurs reprises des entreprises qui nous ont dit regretter que cet allotissement ne soit pas systématisé, puisque sinon ça les conduit soit à renoncer à répondre à des marchés publics, soit à les contraindre à envisager évidemment de répondre solidairement avec d'autres entreprises, ce qui quelquefois les amène à ne pas assurer le niveau de prestation au plan financier qu'elles auraient souhaité assurer. L'autre aspect, c'est évidemment l'information. Nous la pratiquons toujours, mais il s'agit là éventuellement d'envisager de la renforcer en direction de tous les partenaires. Quand je dis tous, en aucun cas et d'aucune manière, il s'agit d'empêcher qui que ce soit d'accéder au marché public. C'est plutôt l'inverse. Nous-mêmes, nous avons intérêt à faire que nos sollicitations soient entendues et que le plus grand nombre d'entreprises répondent. Mais en même temps, il faut que nous veillions à faire que les entreprises de notre secteur soient suffisamment informées en amont pour avoir le temps et la faculté de répondre au marché public que nous pourrions évidemment lancer, de telle sorte évidemment qu'elles soient en capacité d'être dans l'exercice louable de la concurrence. Bien entendu, il s'agit aussi pour nous de poursuivre nos efforts en termes de développement durable, parce que les exigences de ce point de vue-là sont par nous d'ores et déjà exprimées depuis longtemps, mais ça doit être confirmé. Il en va de même aussi de l'effort en faveur de l'insertion, qui relève évidemment de l'intégration des clauses d'insertion dans les marchés publics. C'est l'ensemble de ces aspects qui relèvent de cette charte que je vous propose de signer avec les représentants de fédération du BTP. Voilà en quelques mots. Y a-t-il des remarques? Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas un article pour favoriser aussi la formation des gens dans l'entreprise, quoi. Plus l'insertion. L'insertion, je trouve ça très bien, mais aussi la formation, une formation obligatoire, par exemple, des gens qui pourraient répondre aux appels d'offres.
Ça, en principe, dans l'appel d'offres et dans le cahier des clauses particulières, l'entreprise est dans l'obligation d'assurer la formation de ses propres salariés. Heureusement. Sur l'année avant ou les 3 Ouais. dernières années, d'accord, mais l'insertion et la formation des nouveaux employés. La clause qui est intégrée dans les marchés publics relève de la faculté qui nous est offerte par aide-moi. Le marché public relève du code, merci, le code général des marchés publics. Donc, nous sommes sur essentiellement l'article 14, voire éventuellement dans d'autres aspects sur l'article 30. L'article 30 relevant de marchés qui sont spécifiquement orientés vers l'insertion. L'article 14 offrant la possibilité d'intégrer dans un marché public général, ce qui place l'ensemble des entreprises sur le même pied d'égalité, l'obligation qui leur est faite d'intégrer sur la base de calculs que je ne vais pas vous présenter ici, un nombre d'heures minimum d'insertion. Donc c'est un article bien particulier du Code des marchés publics, et donc il ne nous appartient pas à nous d'adapter le Code, vous l'imaginez bien. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà des termes mêmes des règlements et du Code qui s'appliquent en la matière. En même temps, c'est intéressant de cibler un public qui est particulièrement en difficulté. C'est un public qui aurait du mal à accéder à l'activité entrepreneuriale si nous n'avions pas ouvert au plan du département. C'est incontestable. C'est une action qui est très très fortement développée par le département. Je m'y suis impliqué pendant plusieurs années et qui est aujourd'hui une référence au niveau lorrain, voire au niveau national. Et je pense que sur notre ville, évidemment, nous avons depuis fort longtemps aussi pratiqué cette intégration de la clause au marché public. Il s'agit là simplement de confirmer cette détermination. Pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. Nous continuons. Les avenants au marché de travaux de création du centre multi-activités de Franche-Pré. Il s'agit essentiellement, et ça a été évoqué tout à l'heure à l'instant dans les décisions modificatives, nous avons, et je trouve que c'est une excellente nouvelle, même s'il a fallu évidemment, là encore, et là aussi, faire preuve de beaucoup de réactivité, 2 médecins ont souhaité, après qu'une première hypothèse de travail a été envisagée avec eux et qui s'est avérée sans suite, ont souhaité exprimer le souhait d'intégrer, et je leur ai fait aussi cette proposition parce que nous recherchions ensemble une solution, d'intégrer le bâtiment dit nos anciens meubles Action. Il faudra un jour qu'on décide de donner à ce bâtiment un autre nom que celui-là. Et donc, il a fallu évidemment envisager d'aménager les locaux en fonction de cette affectation. C'est ce qui fait l'objet de la totalité des avenants qui vous sont ici présentés, d'ailleurs en plus ou en moins, mais vous avez eu tout à l'heure le montant au plan de la décision modificative qui a été adopté. Vous avez la liste de chacun de ces avenants, que ce soit encore une fois dans un sens ou dans l'autre. Je ne ressens pas le besoin de me prêter à cette lecture. Y a-t-il sur cet aspect des questions? Il n'y en a pas? Oui? Abstention. 2 fois, je note. Pas d'opposition, je vous remercie. Affaires scolaires. Françoise? Alors, c'est une revalorisation de la contribution scolaire. Merci. Alors, Monsieur le maire rappelle que sur proposition de l'Union intercantonale des maires de Brie-au-Mécourt, le montant de la contribution scolaire des communes de résidence pour les enfants scolarisés à l'extérieur de la commune peut être revalorisé chaque année. Ainsi, on proposera de fixer la contribution scolaire à 118,50 €, 178,50 € pour l'année scolaire 2015-2016. Délibération aussi traditionnelle. Ce qui n'est pas traditionnel, c'est le fait que nous inscrivions dans les logiques
animé depuis de nombreuses années par l'intercantonal des maires. Là non plus, ce n'est pas commun, ça ne se produit pas de cette manière partout. Je trouve que c'est un acte d'intelligence de la part des maires de tout le secteur qui sont confrontés évidemment par des sorties et des arrivées réciproques, et il était intéressant que nous trouvions la bonne mesure. C'est ce qui a été fait depuis longtemps par l'association intercantonale des maires. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas. Unanimité. Nous continuons. Urbanisme. Alors, Lucien Vigo. Oui, le point 1, c'est une autorisation demandée par le Conseil, qu'on doit donner au Conseil, pour le dépôt d'une demande de permis de démolir sur le site de l'ancien crassier de Roupré. Alors, le permis de démolir a été étendu à toute la ville en 2014 sur une décision de notre conseil municipal. Et aujourd'hui, sur le terrain de l'ancien crassier d'Aroupré, qui est en pleine réhabilitation, pleine rénovation, il y a un mur qui est suffisamment haut, placé près de l'ancienne station d'épuration, qu'il faut raser. Donc on va ramener le mur à 2 mètres. Donc il faut autoriser le maire à procéder à la démolition d'une partie du mur. Bon, pas d'opposition, j'imagine, sur cette question. Pas d'abstention, on continue. Le deuxième point, c'est l'attribution d'une prime dans le cadre de l'opération de ravalement de façade, qui est en cours, donc dans la Grand Rue. Le syndic du numéro 18 Grand Rue a déposé une demande de subvention dans le cadre de la réhabilitation et le ravalement de la façade de ce numéro-là. Les travaux sont terminés, la facture est payée, donc le Conseil doit aujourd'hui acter l'attribution de la prime définitive. La commission d'attribution des aides a siégé depuis quelque temps déjà. Le 12 mai, c'est réuni le 12 mai 2015. La facture acquittée est de 9 515 € hors taxe. Ce prix est supérieur au prix que l'on subventionne, c'est-à-dire que nous, on subventionne pas au-delà de 36 € du mètre carré de réhabilitation. La facture fait état d'un prix à 55 € du mètre carré, donc on applique la règle des 36 € du mètre carré, et la prime s'élève donc à 2 491,20 €. Bien. Pas de remarques sur le sujet? Oui. Hop. Voilà, j'aimerais savoir si ce quartier n'a pas fait l'objet justement d'une proposition de subvention comme plusieurs quartiers de Jeuf, justement pour refaire ses façades, la peinture de ses façades. Ah ben. Comme la rue Gaupré par exemple, qui avait eu une subvention de 60% du prix à hauteur de... C'est ça. Mais c'est parce que justement, la rue fait partie du périmètre actuel de réalisation de notre action que cette personne peut accéder au financement. Oui. D'accord, ok. Sinon, elle n'aurait pas cette faculté. Bien, pas d'opposition, pas d'abstention. Le point suivant, c'est l'attribution des numéros de voirie au rez-de-chaussée et aux appartements du centre multi-activité de Franchepré, donc les anciens meubles Action. Les meubles Action portaient un numéro, le numéro 38, mais aujourd'hui, il va y avoir 7 appartements à l'étage et le rez-de-chaussée qui va être consacré à de l'activité médicale et paramédicale. On parlait tout à l'heure de l'implantation de 2 médecins. Donc, ce qui est proposé, c'est que on dénomme tout ce qui est la partie basse, donc la partie médicale et paramédicale, 38A, et qu'on donne comme numéro de référence aux appartements de 38B à 38H. B, C, D, E, F, G, H, pour 7 appartements. Bon. Voilà. Rien que de très logique, hein. Il faut donner un numéro, évidemment, à ce qui va advenir. Il nous restera encore une fois à choisir un nom. Il faudra qu'on le fasse. Ok, j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, d'abstention sur ce sujet. L'agenda d'accessibilité programmé, quelques mots de notre directrice. Donc les communes, les collectivités locales doivent rendre pour le 27 septembre au préfet une planification de travaux de mise en accessibilité de leurs bâtiments communaux, municipaux, départementaux, etc. Et pour cela, la ville, comme d'autres villes, a lancé un diagnostic
On attend toujours les rapports, certains nous sont parvenus, mais pas pour les 17 bâtiments communaux. Et il va falloir, comme on imagine que les montants des travaux envisagés vont être assez importants et les difficultés techniques également, il va falloir demander une dérogation au préfet pour lisser dans le temps et planifier dans le temps ces travaux, sachant que le délai normal peut demander jusqu'à 6 ans et voire 9 ans. Donc voilà, la demande qui vous est faite, c'est d'autoriser le maire à demander des délais supplémentaires pour réaliser les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux. Ce que toutes les villes sont en train de programmer. La programmation signifie une action continue. Ça a déjà été notre cas sur bien des bâtiments, bien des espaces publics. Nous ne sommes pas en retard. Vraiment, lorsqu'on regarde ce qui se passe ailleurs, nous sommes loin d'être en retard. Mais néanmoins, il reste à faire. L'étude, ça vient d'être dit, est complète et extrêmement minutieuse. Il nous faut faire la part de ce qui est raisonnable et de ce qui apparaît comme l'étant moins. Et donc, il est aussi normal de le programmer dans le temps. C'est ce qu'il est proposé à votre sagacité. Y a-t-il des remarques, des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Alors, les points divers, cession de la sirène. Très sincèrement, jusqu'à une période très récente, je ne savais pas que la sirène appartenait à l'État. Bon, c'est comme ça. Je viens de l'apprendre et de très nombreux maires s'en rendent compte là, en ce moment. Donc c'est le cas. On nous demande si on veut récupérer la sirène. Pour ma part, la réponse immédiate est oui. Parce que ça peut avoir une certaine utilité, on ne sait pas. Donc je préfère en disposer que demain me dire c'est dommage, si nous avions eu, il aurait fallu que... Bon, elle existe, elle fonctionne. Et d'ailleurs, je vous indique que j'ai demandé au service dorénavant de la faire fonctionner aux heures et aux jours traditionnellement connus par notre population, et nous lui redirons, mais les premiers mercredis de chaque mois à midi, nous ferons sonner la sirène, simplement pour vérifier, évidemment, parce que disposer d'une sirène, c'est bien, qu'on veille à ce qu'elle fonctionne, c'est mieux. Donc voilà, je vous propose d'accepter et de signer la convention, évidemment, qui nous est soumise, pour que cette sirène tombe dans le domaine communal, et nous veillerons à son utilisation. Donc il faut... premier mercredi de chaque mois. Midi pile. Comment? Oui, ça fait 1 an que ça sonnait plus. Maintenant, elle est communale. Donc, à partir de maintenant, ça va ressonner. On y veille, hein, Joël. Bien. Y a-t-il des oppositions sur le sujet? J'imagine que non. Pas d'abstention. Merci. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que dans cette ville, je n'ai cessé de vous alerter, de vous expliquer, et nous savons et nous connaissons les incidences concernant les ponctions opérées sur la dotation globale de fonctionnement qui est attribuée par l'État aux villes. Je n'ai cessé de vous expliquer aussi, je l'ai répété au sous-préfet samedi matin, que cette dotation n'était rien d'autre qu'une compensation d'un ancien impôt local, et que ce n'était donc pas de la part de l'État un geste de bienveillance, c'était le reversement d'une somme qu'il avait lui-même orientée de la sorte. Le fait nouveau, et moi je l'enregistre très positivement, c'est que celles et ceux qui protestent avec véhémence depuis quand même beaucoup de temps, dont je suis, vous pouvez en porter témoignage, ne sont plus seuls. C'est l'Association des maires de France qui vient de prendre une initiative unique en son genre, puisqu'elle a appelé dans la diversité de sa composition, qu'on peut évoquer le président ou l'un de ses vice-présidents, Léniel d'un côté, le président j'ai oublié, Barouin, que ce soit Barouin ou Léniel, ou d'autres vice-présidents, plutôt de ma sensibilité, cette association court le champ
politique totale qui est connue dans notre pays. C'est cette association qui a décidé d'organiser samedi dernier une journée d'initiative, de sensibilisation avec mes collègues du groupe Front de Gauche du Conseil départemental. Nous avons proposé à nos collègues maires de nous retrouver devant la sous-préfecture. Ça a été le cas, il y avait quelques 70 élus rassemblés. Les chiffres de la police et ceux des organisateurs sont convergents. C'est une plaisanterie. Mais nous avons été reçus longuement par monsieur le sous-préfet et nous avons pu, et évidemment j'en ai été de manière très forte, lui dire l'objet, les raisons de cette rencontre, contribuant de ce fait à la force de ce qui s'est produit samedi sur tous les territoires, dans toutes les régions de France et de Navarre. Donc il y a là un texte qui vous est soumis. Je fais ce rappel succinct parce que je pense qu'il n'est pas utile d'aller bien au-delà. Donc un texte a été conçu au niveau national par l'association. Il m'a semblé opportun de le soumettre à notre conseil municipal. Voilà. Y a-t-il des avis? Oui. Monsieur Berger. Monsieur le maire, moi je ne participerai pas à ce vote. C'est déjà fini. Merci. Je pense que c'est plus une manifestation, ainsi que la manifestation du 19 septembre et cette motion que vous souhaitez qu'on propose au vote ce soir, c'est plus un acte de défiance à l'égard du gouvernement qu'à une volonté, me semble, d'une discussion ou d'un débat sincère sur les impératifs budgétaires nationaux. Moi, où je suis étonné quelque part, c'est que le président justement de l'association des maires de France, qui est M. François Baroin, ancien ministre de l'économie et des finances de Sarkozy, propose cette manifestation alors qu'il est quand même aussi au départ dans ce projet. Je rappelle quand même que le gouvernement propose de faire 50 milliards d'économies. François Baroin ainsi que ses collègues, s'ils reviennent au pouvoir, c'est de 80 milliards à 50 milliards d'économies. Donc ça serait même plus drastique que ce qui est proposé actuellement par le gouvernement. Je suis étonné également que les maires Front de Gauche, dont vous faites partie, ont participé à ce genre de manifestation. Voilà. Pour moi, c'est incompréhensible. Donc je vais m'abstenir de voter ce texte. Bien, merci. Ça m'amène évidemment à réagir, à aller un peu plus loin dans mon propos, donc ce que je ne déteste pas faire, hein. Vous le savez bien. Alors, et je ne veux pas être trop long. Alors moi, ce qui m'étonne, d'abord, c'est que quelque part il puisse y avoir la moindre hésitation lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts bien compris de nos administrés. Je pense que si, pour ma part, j'ai tenu à être présent dans cette manifestation, voire à être l'un des organisateurs, soyons clairs, ça ne surprend personne ici, de ce rassemblement samedi dernier, c'est parce qu'il m'a semblé au contraire qu'au-delà de l'éclivage politique traditionnel, nous soyons ensemble pour dire « ça suffit », c'est un phénomène suffisamment original et fort pour ne pas passer à côté. Moi, je regrette que des élus, j'ai même cru comprendre qu'il y avait eu aussi une puissante manifestation qui s'était organisée 1 heure avant celle qui s'est tenue à 10 heures. Je crois qu'il y avait 6 élus à 9 heures, qui était animée d'une volonté qui n'était pas aussi clairement affichée que la nôtre. Bon, c'est le choix de ces élus, dont l'isolement n'a échappé à personne. Je pense qu'à un moment, il faut savoir où est l'essentiel. Qu'on le veuille ou non, c'est ce gouvernement qui a décidé pour la première fois dans l'histoire de la DGF, qui est longue, de ponctionner la DGF. C'est la première fois. Auparavant, il y avait eu gel de la DGF qui avait provoqué mon courroux, qui m'avait amené à réagir. J'avais expliqué devant ce conseil municipal que le gel de la DGF décidé par le gouvernement précédent était en fait s'apparentait à une diminution relative de la DGF. Puisqu'évidemment, quand on gèle d'un côté et que le taux d'inflation, même s'il n'est pas élevé, existe néanmoins, il y a diminution de la possibilité. Donc j'avais dénoncé avec force
Vous n'en doutez pas, j'espère. Déjà cet acte. Mais là, un seuil a été franchi. Mais un seuil à multiples facettes. On nous dit il faut faire attention à l'argent public. Alors pourquoi est-il gaspillé? Pourquoi des cadeaux aussi somptueux à l'adresse de ceux qui n'en ont pas besoin? Pourquoi une politique austéritaire qui conduit inévitablement dans le mur? D'économistes disent que ce n'est pas le bon choix et qui voient même, excusez du peu, le Fonds monétaire international s'en émouvoir. Rendez-vous compte, le FMI, qui n'est pas tout à fait situé dans le même sillon que celui que je creuse avec mes amis. Et ceux-là même disent, attention, l'austérité peut avoir des effets pervers et il faudrait veiller à ne pas trop accentuer ces phénomènes. Eh bien, nous sommes face à des choix qui aujourd'hui, en plus, renforcent, si besoin était, la situation d'incompréhension et d'échec généralisé auquel nous assistons. Alors, je ne vais pas revenir, ça, je pourrais le faire sur la question du chômage, etc. Si quelqu'un ici veut que je le fasse, je me plierai volontiers à cet exercice. Je voudrais simplement dire que lorsqu'on ponctionne les villes comme on envisage de le faire, en dépit du bon sens, au-delà du fait qu'à mes yeux ce soit un vol légalisé, j'ai déjà eu à m'expliquer là-dessus et à le faire publiquement. Il y a, je parlais d'inefficacité, il y a de l'inefficacité sociale, l'inefficacité économique, à l'évidence. Les villes, quelle que soit la nature des villes d'ailleurs, elles sont ponctionnées. Les difficultés grandissantes, elles sont pour nous. Quand les difficultés sociales augmentent, s'aggravent, ce sont les villes qui sont au front, directement, qui sont sollicitées par ceux et celles qui sont démunis, et que dans les besoins, eux aussi, évidemment, les amènent à frapper à notre porte, et ils ont raison de le faire. Lorsque nous devons réduire, et les villes, toutes sont amenées soit à réduire leur investissement, bravo pour l'emploi et pour l'activité économique, oui, c'est un bel effort, soit elles sont obligées de revoir leur politique tarifaire, c'est pas mal comme pression sur le pouvoir d'achat, soit elles sont amenées à réduire conséquemment le niveau des services publics. Évidemment, en termes d'égalité de traitement sur le territoire national, ça va bien. Soit elles augmentent la pression fiscale. Et quelques villes sont obligées de faire les quatre en même temps. Alors évidemment, on va me dire qu'il faut que chacun prenne sa place et sa part. Sa place et sa part à quoi? À assumer des responsabilités qui ne sont pas les nôtres? Il n'en est pas question. Je ne cautionne pas les choix qui sont faits dans ce pays. Je ne les accompagne pas. Je ne les partage pas, ne les comprends pas et je les combats. Le principe de... Non, c'est pas moi qui ai pu dire ça, Emmanuel. Non. On peut. Mais non. Moi, jamais, à aucun endroit où je puisse me trouver, je considère que c'est tellement antinomique avec ce qui devrait se faire, que vraiment, je m'oppose à l'idée que nous devrions prendre notre part. Je m'y oppose farouchement, depuis toujours. Donc je m'y oppose plus que jamais. C'est injuste et inefficace. Voilà, en quelques mots, mais vous sentez bien que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, mais bon. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Non. Je sais qui a dit ça, mais je vous assure que... Merci. C'est un très bon ami à moi. C'est un ami très très proche. Merci de le souligner. Il me plaît, devant le conseil municipal et en réunion publique, de me réjouir et de dire ma fierté de compter parmi mes amis les plus proches un homme tel que Guy Vattier. Très bien. Oui, mais ça me permet, M. Berger, de le souligner. Vous affichez ça avec un petit sourire, comme si cette amitié forte et qui ne fait que se renforcer, encore une fois, dont je m'honore,
pouvait me gêner. Ce n'est absolument pas le cas. Mais effectivement, c'est Guy qui a tenu ces propos. Mais vous savez, entre amis, on peut ne pas être totalement d'accord. Vous venez d'en administrer la preuve, et néanmoins notre amitié est forte, solide. Et d'ailleurs, elle s'exprimera dans quelques semaines d'une autre manière. Je pense qu'à ce moment-là, vous apprécierez aussi la façon dont elle aura à s'exprimer. Monsieur Savard. Oui, je suppose que, eu égard à la diversité des tendances au sein de l'AMF, il a été nécessaire de rédiger un texte de compromis. Alors, sans que ce soit totalement un compromis mou qui nous est présenté là, en tout cas, il manque, à mon sens, il manque de force. Pour autant, je le voterai parce que c'est un premier pas vers une négociation pour une réorganisation sérieuse de l'État en France. Je partage, évidemment. Hein. Si c'était moi qui avais été appelé à rédiger un texte, je rassure tout le monde, il aurait eu plus de tonicité. Personne n'en doute. Monsieur Furlan. Donc je rejoins ce que disait Monsieur Savard, mais j'aimerais vous faire une remarque. Pourquoi politiser un geste qui est quand même important à toute couleur? Donc j'aimerais que les étiquettes politiques restent en dehors de ce débat qui est beaucoup plus profond que ça. Bien. Allez, je crois que tout le monde a pu s'exprimer. Donc, qui s'abstient? Une abstention, pas d'opposition. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, alors, oui, mais ce que je cherche. Oui, je cherche. Que personne ne sorte. Ah, ouais. Alors, j'ai des questions donc orales qui m'ont été adressées par Monsieur Savard. Avant d'y répondre, je voudrais profiter de ce moment pour préciser à nouveau quelque chose. Et je souhaiterais que cette précision soit suffisamment claire et forte pour qu'elle nous empêche de nous retrouver dans cette même situation. J'ai reçu 2 questions supplémentaires lundi matin, parce que je vais revenir, pour ce conseil municipal, je vais y répondre, même si je déroge aux règles qui avaient été énoncées. Et je veux rappeler ces règles, pour que, entre nous, ce soit clair. Il est évoqué 48 heures dans notre règlement. Ce délai doit être, c'est clair, je le dis, parce que je ne vois pas comment les services pourraient travailler autrement. Il est question de 48 heures, jour ouvré. Jour ouvré, ce qui permet bien entendu et logiquement aux services de travailler sur l'instruction des questions qui nous sont posées. Je l'ai déjà dit par le passé. En plus, ces derniers temps, entre le dernier conseil municipal et celui-ci, il s'est passé plusieurs mois. Il est inutile d'attendre l'envoi d'un ordre du jour pour adresser une question orale, puisque évidemment elle viendra en temps et en heure, et donc c'est pas la peine d'attendre la dernière minute, la dernière heure pour le faire. Mais je voulais rappeler très précisément cette règle. Nous sommes à 48 heures, jour ouvré. Sinon, je ne vois pas très bien comment, si on fait un conseil le lundi soir, comme on voit les questions le samedi soir, je ne vois pas très bien comment, logiquement, nous pourrions y travailler sérieusement. Donc, je voulais faire ce rappel. Je vais donc déroger à cette règle dont nous sommes dotés pour répondre aux 3 questions, mais en vous disant que ce sera la dernière fois. Je veux faire respecter les règles qui ont été établies. Alors, oui. Le Conseil constitutionnel, j'ai entendu là. Et le Conseil constitutionnel a établi que personne d'autre que la personne qui pose la question ne peut la lire. J'ai les textes. Il est donc exclu qu'il en soit fait un résumé par qui que ce soit, ou que ce soit lu par qui que ce soit d'autre que moi-même, en l'occurrence, puisque c'est moi qui ai posé les 3 questions. Alors,
je conteste cette présentation. N'ayez pas peur, Monsieur Savard, je n'ai pas l'intention de les lire. Hein. Je vais, en résumé, la suite scientifique. Les résumés, elles doivent être lues. Elles doivent être lues. J'ai les textes. Hein. C'est bien. Nous n'avons donc incontestablement pas tout à fait les mêmes textes, ou plutôt pas la même interprétation. Alors, pour ma part, je vais donc répondre aux trois questions qui m'ont été adressées. On me pose la question sur l'utilisation de deux produits communément appelés phytosanitaires et considérés comme dangereux. Il s'agit du glyphosate et de l'oxydiazone, c'est le Roundup. Dans les années 80-90, ils ont été utilisés ici, évidemment, et ailleurs, quelquefois de manière assez massive dans certaines villes. Ils ont été utilisés comme désherbant total, vous les connaissez, je pense, pour l'essentiel. Sur l'ensemble de la ville, il s'agissait à peu près de 80 litres par an et 50 litres sur le traitement des abords du cimetière. Depuis cette date, évidemment, l'urbanisation et notre travail de revitalisation, de redynamisation a fait son œuvre, et donc des quartiers ont été retravaillés, des quartiers entiers ont fait l'objet de cette attention. Donc, il y a déjà réduction extrêmement sensible du besoin d'intervention dans l'ensemble de rues. Sans être exhaustif, je veux citer rue Clémenceau, Delval, Hôtel de Ville, du Commerce, la Grande Rue, le quartier le désherbage manuel par un cantonnier suffit, et c'est ce qui est pratiqué. Il ne reste plus guère que sur une partie d'Arly et dans les maréchaux qu'un désherbant total et antigerminatif est utilisé, mais de manière tout à fait raisonnée. La quantité du désherbant total utilisé sur la ville, cimetière compris, est aujourd'hui de l'ordre de 25 litres par an. Enfin, l'ensemble du personnel des espaces verts a suivi une formation et obtenu le certificat individuel des produits phytopharmaceutiques. Ce qui, d'ailleurs, un nombre de villes, je veux saluer cet effort de formation de la part de notre personnel et le souci qu'il manifeste ce faisant. Les engrais chimiques sont eux aussi remplacés progressivement par des engrais bio. Les massifs à fleurs sont paillés afin d'éviter la repousse des mauvaises herbes. Quant aux massifs de fleurs annuelles, ils se parent désormais de vivaces, économes en eau, comme chacun le sait. Ajoutant à cela la mise en place de résines et de gravillons en pied d'arbre, c'est le cas, évidemment, vous l'avez vu sur la place de l'Hôtel de Ville, mais pas seulement, qui évite binalisation de désherbants sélectifs. L'achat récent d'un système d'herbage adaptable sur des broussailleuses s'ajoute à l'ensemble de ces dispositifs, et donc vous comprenez, mais vous en étiez convaincu avant même que je vous fasse ce rappel, que notre municipalité n'a pas attendu, monsieur Savard, j'espère que vous en êtes convaincu aussi, de vous compter parmi ces rangs pour veiller à la qualité de l'environnement et avoir des convictions profondes ancrées de préservation de notre environnement. Vous m'interrogez aussi sur notre petit véhicule. Ça ne prête pas à débat, hein, monsieur Savard. Non, vous m'interrogez aussi sur notre petit véhicule utilitaire écologique, l'utilitaire électrique, que chacun connaît. D'ailleurs, ce n'est pas le seul véhicule électrique, hein, je le signale en passant, dont nous disposons. Là où nous poursuivons tout à fait logiquement notre politique de préservation de l'environnement, vous voyez une publicité à bon compte, selon vos termes. Avec un raisonnement qui me semble assez curieux, puisque notamment si l'on prend en compte ce qui précède et que vous semblez ignorer. Vous reconnaissez bien entendu, et je m'en réjouis, toutes les vertus de notre utilitaire électrique. Vous relevez son utilisation ne dégageant pas de pollution, vous relevez son faible poids, sa faible propension à l'usure par rapport à un véhicule classique, ou encore des consommations moins coûteuses. Et je ne peux que souscrire évidemment à toutes ces remarques. Mais manifestement, vous lui reprochez quand même des choses. Vous lui reprochez d'être électrique. Ça serait plus simple si j'avais lu le texte. Et donc, tout le monde comprendrait. Non, parce que je fais la réponse en même temps. J'espère que vous avez compris que la réponse est aussi contenue dans mon propos. Et non, donc, je vous cite, principalement alimenté par une centrale nucléaire. Alors, c'est vrai, monsieur Savard. En dépit de ce que nous souhaiterions, la majorité de l'électricité produite en France est d'origine nucléaire.
Et donc, sans doute en êtes-vous conscient, mais lorsque vous m'envoyez un mail avec votre ordinateur est nucléaire. Lorsque vous-même vous êtes en réunion là dans cette salle et éclairé de ces lampes, nous sommes éclairés pour une large part par le nucléaire. Lorsque vous parlez dans le micro que vous avez devant vous et que j'avais oublié d'éteindre, vous utilisez évidemment une parole qui devient nucléaire. Alors bon, excusez du fait que nous soyons amenés à agir de la sorte, mais il me semble bien que nous sommes sur une démarche tout à fait salvatrice, tout à fait intéressante, tout à fait progressiste, même si je pense pour ma part qu'il faille organiser et engager une action forte qui n'est pas d'actualité, et je le regrette profondément. Ça fait partie d'une de mes critiques, d'engagement d'un processus qui vise justement à inverser la tendance. Il faut sortir du nucléaire. Il faut sortir du nucléaire. Et il faut pour ce faire développer au plan du projet économique lui-même une ambition qui est extraordinairement féconde en termes de recherche et de potentiel d'emploi. Donc, voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire sur ce point. Enfin, dernière question, qui est aussi surprenante d'ailleurs, je trouve, quand je l'ai lu. Vous m'interrogez sur l'opération qui vise à retirer, conformément à la législation et aux règles de l'art, tout risque de nocivité, notamment pour nos enfants, de la terre du glacier de Harepré. Vous savez que nous sommes engagés, il y a eu plusieurs délibérations de notre conseil municipal sur le sujet, sur le remodelage et le retraitement de l'ensemble de l'ancien glacier de Harepré qui malheureusement a eu à être transformé en véritable décharge sauvage pendant trop longtemps. C'est l'une des, quand même, des résultats à mettre à l'actif de notre équipe que d'avoir porté un projet et de le conduire à son terme de telle sorte que déjà soit résorbée cette verrue à ciel ouvert. Alors, évidemment, en retirant les terres de surface les plus polluées, que nous assurons l'amener de terres propres sur une épaisseur évidemment conforme au projet. Nous le récupérons les terres nécessaires sur Haut-Mécourt. C'est un mouvement qui, lui aussi, moi j'en avais parlé à l'EPF il y a quelque temps, parce que je savais que des masses importantes de terre avaient été entreposées à Haut-Mécourt et qu'il aurait été aberrant, totalement aberrant, qu'on essaye d'aller chercher de la terre, je ne sais trop où, elle était là. Donc, nous avons agi et j'ai agi pour que il n'y ait pas d'aberration. Et là, on me reproche de faire circuler des camions pour aller chercher la terre. Non pas à 10 km comme vous me l'aviez dit dans un premier temps et que vous avez rectifié après, mais à 5. Plus proche que ça, il n'y avait pas. Fallait-il laisser des terres polluées? Fallait-il laisser le glacier en l'état? Fallait-il aller chercher la terre en Haut-Mécourt? Faut-il pour ce faire circuler des camions? À toutes ces questions, ma réponse est oui. Sans aucune réticence, sans aucune réserve. Ma réponse est oui, oui, oui et oui. Et donc, que vous dire de plus que ça? Oui, à Jeuf, on utilise de l'électricité. Oui, à Jeuf, quand nous avons des travaux lourds, nous avons recours à des entreprises œuvrant avec des camions. Il serait sans doute plus écologique, je ne sais pas si c'est le cas, en plus je n'en suis pas certain, d'utiliser des bougies et des charrettes à bras, mais je ne suis pas certain que nos habitants y gagneraient en qualité de service public, ce qui est notre préoccupation essentielle. Mais voilà en tout cas, force, cohérence, innovation dans le traitement de ces espaces. Voilà pour ces réponses. J'ai à donner une information au conseil municipal. Deux informations plutôt. Je commence par celle qui est d'évidence, mais il me plaît d'en accentuer un peu le trait. Nous sommes dans la période, et vous comme moi, vous avez entendu les médias, toutes leurs formes, dire que nous étions dans la période de réception des feuilles d'imposition. Entendre que dans certaines villes, il y avait augmentation de
15, 18, 20, 30%. Nous sommes dans une ville qui n'a pas augmenté ses impôts depuis, je sais plus le nombre d'années, 12 ou 15 ans, je sais plus, j'ai pas sorti les chiffres, mais plus de 12 ans, à mon avis c'est autour de 15, oui. Ça fait une quinzaine d'années que nous n'avons pas augmenté, pourtant nous avons rencontré des difficultés nombreuses et majeures. Nous avons décidé l'an dernier la réduction des taux qui n'auront pas d'effet sur la cotisation puisqu'il y a disparition de l'abattement général à la base. Mais globalement, quand on regarde la situation faite et quand j'entends ça venant de territoires nombreux, pas obligatoirement tous cette année. Il y a eu des augmentations l'année dernière, d'autres il y a 2 ans et 3 ans, d'autres qui l'envisageront pas l'an prochain. Nous n'avons pas augmenté la pression fiscale depuis de très nombreuses années, alors que nous sommes une ville confrontée à des problèmes que la plupart des villes de France ne peuvent pas et n'auront jamais à rencontrer. Vous savez de quel problème je veux parler. Donc je voulais d'abord souligner ça et le faire avec, je crois, une fierté qui ne peut être que légitime. Ensuite, alors je prends mon portable parce que je vous avoue que j'ai reçu cette information à 17h50. Oui, à 17h50, c'est ça. 17h47, voilà, je cherchais l'heure exacte, 17h47. Et que là aussi, j'ai plaisir à vous donner cette information. J'avais, je crois, déjà donné une indication au conseil municipal sur notre intention de favoriser la construction de logements dédiés aux seniors sur ce qu'il est convenu d'appeler la plage Churchill. J'ai eu, avec Lucien et les services, à rencontrer évidemment MMH à 2 reprises. Vous avez dit que nous étions en contact. MMH a travaillé sur le projet, sont revenus. Nous avons discuté d'un certain nombre d'aspects qui feront l'objet de décisions à venir de notre conseil municipal. Il s'agissait d'attendre le comité d'engagement qui s'est tenu hier matin. Et donc, j'ai reçu un SMS tout à l'heure, j'avais demandé à être informé par SMS. Donc c'est l'avis de MMH, je vous le lis. Logement senior, ok, sur le principe, équilibre financier d'opération à conforter suivant étude de sol, cordialement, etc. Je vous informe donc que le projet qui est venu, qui m'a été, c'est pas le projet architectural, loin s'en faut, hein. C'est simplement, MMH a vérifié que l'espace permette de recevoir un certain nombre de logements. Donc ils ont vérifié cela. Ça n'a vraiment strictement rien à voir avec le projet final sur lequel MMH va commencer à travailler, et à ce moment-là, évidemment, le conseil municipal sera informé. Mais sachez que l'avis de principe de MMH est favorable sur cet aménagement plage Churchill. C'est une excellente nouvelle que je souhaitais vous donner et qui conforte le projet global que nous portons et que nous développons sur notre ville. Voilà, chers collègues, j'en aurai terminé lorsque je vous aurai indiqué évidemment que vous avez reçu la liste des décisions que j'ai été amené à prendre depuis notre dernier conseil municipal, ainsi que les déclarations d'intention d'aliéner. Vous en avez aussi la liste, c'est une information qui vous parvient à chaque fois, bien entendu. Je vous remercie et vous souhaite bonne soirée. Ça va ? Oui, ça va.